L'infirmière se fige en voyant un petit lynx, amaigri et tremblant, qui gratte sans relâche à la fenêtre de l'hôpital. Lorsqu'elle s'approche et découvre ce qu'il dissimule sur son flanc, ses mains se mettent à trembler. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti! Le vent glacé qui soufflait sur les collines environnantes ne laissait aucun doute. L'hiver approchait à grands pas. L'hôpital Saint-Laurent, un établissement tranquille niché à la frontière d'une vaste forêt, accueillait cette saison avec un mélange de prudence et d'espoir. Chaque année, quand la neige commençait à tomber, les urgences voyaient affluer des patients souffrant d'hypothermie ou d'accidents sur des routes verglacées. Mais ce matin-là, ce fut un tout autre type de visiteur qui attira l'attention de l'infirmière Adèle. En franchissant la porte de service, elle crut d'abord percevoir un son étrange, comme de faibles coups répétés venant de la fenêtre du couloir. L'horloge murale indiquait 6 heures, et les premiers rayons du soleil hivernal jetaient une lueur grise dans le hall. À cette heure matinale, la plupart des employés préparaient le matériel pour la journée. Adèle, elle, cherchait simplement à prendre l'air avant de commencer son service. C'est alors qu'elle entendit de nouveau ces griffements insistants sur la vitre. Intriguée, elle s'approcha et vit 2 yeux immenses qui la fixaient. Ce n'était pas un chat ordinaire. Son pelage tacheté, ses longues touffes de poils au bout des oreilles, tout indiquait qu'il s'agissait d'un lynx, encore jeune, mais déjà fascinant. Pourtant, quelque chose clochait. L'animal, au lieu de fuir l'humain, semblait implorer de l'aide. Son regard n'exprimait ni agressivité, ni peur, seulement une détresse profonde. Son corps frémissant était si maigre que l'on distinguait ses côtes à travers sa fourrure. Adèle n'avait jamais vu un lynx sauvage se comporter de la sorte. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» murmura-t-elle en appuyant ses mains contre la vitre. À sa grande surprise, l'animal ne bougea pas. Au contraire, il parut se détendre légèrement, comme soulagé de voir un visage bienveillant. C'était un spectacle à la fois beau et déchirant. Un minuscule lynx qui, par un froid mordant, cherchait désespérément un contact humain. Adèle, le cœur serré, se tourna vers l'intérieur de l'hôpital. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer cette créature. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette histoire et de vous abonner à la chaîne si vous aimez les récits captivants qui allient suspense, émotion et mystère. Cela nous aide à faire grandir la communauté et à partager des histoires inspirantes. Mais revenons à notre histoire. Adèle s'empressa d'avertir le gardien, puis le chef du service hospitalier. En temps normal, personne n'aurait permis qu'un animal sauvage entre dans un établissement médical. Mais quelque chose, dans l'attitude de ce jeune lynx, défiait la logique habituelle. Le docteur Léon, un médecin réputé pour sa rigueur et son pragmatisme, fut l'un des premiers sur place. Derrière ses lunettes rondes, ses yeux exprimaient un scepticisme mesuré. « Adèle, je ne remets pas en question vos bonnes intentions, mais laisser entrer cet animal n'est pas anodin. Et s'il est porteur de maladie ?» L'infirmière, encore sous le choc de la détresse du lynx, plaida sa cause. « Docteur, il gratte à la fenêtre comme s'il cherchait refuge. Il n'a pas l'air agressif. Il est visiblement affamé et peut-être blessé. Nous ne pouvons pas juste faire comme s'il n'existait pas. » Après quelques minutes de discussion, ils tombèrent d'accord sur un compromis. On permettrait au lynx d'entrer dans le sas de service, cet espace tampon entre l'extérieur et le couloir principal. Là, on pourrait l'examiner sommairement et vérifier s'il était blessé ou dangereux. Adèle alla chercher un vétérinaire local, l'hôpital ayant noué des liens avec la clinique animale voisine pour des cas d'urgence. Le vétérinaire, une femme nommée Margot, arriva peu de temps après, équipée de gants spéciaux et d'un tranquillisant au cas où l'animal se montrerait violent. Pourtant, dès qu'elle posa les yeux sur le petit lynx, Margot remarqua son état de faiblesse extrême. L'animal avait des plaies superficielles,
des griffures qui semblaient récentes, peut-être dues à une altercation avec un prédateur ou un congénère plus grand. Ses pattes tremblaient légèrement, comme s'il peinait à tenir debout. Malgré tout, il conservait ce regard profond, presque humain, qui implorait de l'aide. Margot expliqua à l'équipe: « Les lynx sont généralement très méfiants envers l'homme. Pour qu'il vienne ainsi chercher refuge, il doit être dans une situation critique. » Le chef de service autorisa finalement qu'on l'installe dans une petite salle inutilisée, à condition de respecter des règles strictes d'hygiène et de sécurité. On fit venir une cage de contention pour limiter ses déplacements le temps de l'ausculter. Mais lorsque Margot approcha, le lynx laissa échapper un gémissement plaintif qui brisa le cœur de tous les témoins. Ce son n'avait rien d'un rugissement sauvage, c'était plutôt un appel à l'aide déchirant. Adèle sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle se pencha vers Margot. « Il a clairement besoin de soins, mais on dirait aussi qu'il essaie de nous dire autre chose. » Margot hocha la tête. C'est comme s'il cherchait plus que de la nourriture ou un abri. Je voudrais l'examiner attentivement. Les premières vérifications révélèrent une température corporelle trop basse, un rythme cardiaque irrégulier et des signes de sous-alimentation avancée. Pire encore, Margot découvrit de petites lacérations sur le ventre du lynx, comme si quelque chose d'extérieur l'avait blessé récemment. Adèle remarqua également que le lynx tournait la tête vers la porte, comme s'il espérait voir quelqu'un entrer. Son agitation augmentait lorsqu'on approchait d'un certain placard de matériel médical dans le fond de la pièce. « C'est étrange », observa Margot. « On dirait qu'il sait qu'il y a quelque chose derrière cette porte. » Adèle se sentit soudain mal à l'aise. Elle n'avait jamais cru aux superstitions, mais l'attitude du lynx avait quelque chose de presque surnaturel. Margot proposa de calmer l'animal avec un léger sédatif pour pouvoir soigner ses plaies. Lorsque le produit fit effet, le lynx ferma ses yeux et la tension dans la pièce retomba. C'est alors qu'Adèle réalisa que le collier improvisé autour du cou du lynx, une simple bande de tissu salie par la boue et le sang séché. C'est alors qu'Adèle réalisa que le collier improvisé autour du cou du lynx, une simple bande de tissu salie par la boue et le sang séché, n'était pas là par hasard. Elle l'effleura du bout des doigts, remarquant des petits motifs brodés, presque effacés, qui ressemblaient à des initiales. Son cœur se serra. Depuis quand un lynx portait-il un collier artisanal? Margot, occupée à installer la perfusion, remarqua l'expression bouleversée de l'infirmière. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle en fronçant les sourcils. « Regarde » répondit Adèle, la voix tremblante. « On dirait qu'il y a des lettres, ici, cousues à la main. » Margot s'approcha, prit une lampe de poche et examina plus attentivement le tissu. Malgré la saleté et le sang coagulé, on distinguait ce qui ressemblait à un C et un L entrelacés, suivis de quelques traces de fil qui laissaient deviner d'autres lettres. L'infirmière sentit son estomac se nouer. Je ne vois pas comment ce lynx aurait pu se retrouver avec ça s'il n'avait pas été en contact prolongé avec des humains. Le docteur Léon, alerté par leurs murmures inquiets, entra discrètement. « Alors, quelle nouvelle ?» Margot lui montra le collier. « Ce petit lynx n'est pas simplement un animal perdu. Soit quelqu'un l'a adopté illégalement et abandonné, soit il vivait dans des conditions inhabituelles pour un lynx sauvage. » Léon étudia la pièce de tissu avec un air grave. « Il faut faire des recherches. Peut-être y a-t-il un dossier signalant la disparition d'un animal exotique. Bien que les lynx soient présents dans la région, ce détail du collier est étrange. » Pendant ce temps, le jeune lynx, faiblement sédaté, restait immobile, comme épuisé par ses émotions. Son souffle était laborieux, et les machines surveillance et constantes indiquaient une détresse persistante. Adèle sentait en elle un étrange instinct protecteur. Elle s'approcha pour poser une couverture légèrement chauffante sur l'animal,
veillant à ne pas trop le manipuler. Son regard ne quittait pas le collier. Cette bande de tissu semblait comme un appel muet, l'indice d'une histoire peut-être tragique. Au bout de quelques minutes, Margot proposa de quitter la salle pour laisser le lynx se reposer. Nous devons lui laisser un environnement calme, un stress de plus pourrait lui être fatal. Adèle acquiesça et tous ressortirent, l'esprit en ébullition. À peine la porte refermée, ils virent l'infirmier Paul courir dans le couloir, visiblement à bout de souffle. « Venez vite, dans la salle d'attente, il y a une femme qui réclame à voir le docteur Léon. Elle est paniquée et parle d'un lynx, et surtout, elle semble connaître Adèle. » Surprise, Adèle pressa le pas vers l'accueil. La femme en question portait un manteau long et tenait entre ses bras un nourrisson endormi, emmitouflé dans une couverture. Ses yeux étaient rougis de larmes, et dès qu'elle aperçut Adèle, elle s'écria « Je vous en supplie, aidez-moi, je crois que c'est mon lynx. » Le choc fut immédiat. Adèle s'attendait à tout sauf à entendre ces mots. Léon prit la parole avec douceur. « Madame, calmez-vous. Expliquez-nous ce qui se passe. » La femme s'appela Jeanne. Elle commença un récit confus. « Ce lynx, je l'ai trouvé il y a des mois, blessé près d'un chemin forestier. J'étais en voiture avec mon bébé. J'ai eu pitié. Il était si jeune, si faible. J'ai décidé de le soigner moi-même. Je ne pouvais pas le laisser mourir. » Sa voix se brisa. « Je sais que c'était illégal, que j'aurais dû le confier à un centre de faune, mais il était si attachant, je n'ai jamais pu m'y résoudre. Alors je l'ai gardé, j'ai tenté de l'élever, de lui donner de la nourriture, un abri. Mais depuis quelques jours, quelque chose n'allait pas. Il était agité, il tournait en rond la nuit, et ce matin, il s'est enfui. » Adèle jeta un regard rapide à Margot. Tout s'expliquait. La méfiance du lynx envers les étrangers, sa familiarité paradoxale avec l'intérieur d'un bâtiment, et ce collier brodé. La femme tremblait en serrant son nourrisson. « Je pensais le retrouver, mais il a fui dans la neige. J'ai cherché partout, puis j'ai appris que quelqu'un l'aurait aperçu aux alentours de l'hôpital. J'ai supplié qu'on me dise s'il était ici. » Léon posa une main compatissante sur son épaule. « Votre lynx est très mal en point. Margot, notre vétérinaire, le soigne en ce moment. Mais vous savez que le garder n'était pas la solution. » Les larmes de Jeanne redoublèrent. « J'ai fait ça pour le sauver, pas pour le condamner. » Elle jeta un regard vers son bébé. « Depuis que mon fils est né, je ne supporte plus l'idée de voir un être sans défense mourir sans rien faire. J'ai agi sans réfléchir. » Ses sanglots emplirent le hall d'accueil, jetant un silence pesant parmi les patients qui attendaient. Adèle sentit une compassion infinie pour cette mère. « Madame, nous ne vous jugeons pas. Vous avez voulu bien faire, mais ce petit lynx aurait eu besoin de soins spécialisés. Heureusement, il est arrivé à temps chez nous. » Jeanne hocha la tête, la gorge serrée. « Est-ce que je peux le voir ?» Léon hésita un instant, conscient de la fragilité de l'animal, puis opina. « Venez, mais restez calme. Nous devons limiter les stimulations extérieures. » Ils empruntèrent tous le couloir menant à la salle où reposait le lynx. À travers la vitre, Jeanne distingua son compagnon à quatre pattes. Son regard se posa sur le collier ensanglanté, et elle pressa la bouche contre sa main, retenant un cri d'angoisse. Il avait disparu avec ce collier. J'y avais cousu mes initiales, ainsi que celles de mon fils. C'était un symbole pour moi que nous formions une drôle de famille. Margot, qui venait de terminer un examen rapide, se joignit à eux. « Je comprends votre attachement, » dit-elle doucement. « Mais cet animal reste sauvage malgré tout. Il a besoin de retrouver ses instincts, peut-être même d'être transféré dans un centre de réhabilitation. Pour l'instant, nous devons stabiliser son état. Il a des blessures qu'il faut soigner immédiatement, et aussi une infection qui s'est déclenchée. » Jeanne pâlit, les larmes coulant sans retenue. « Faites tout ce qu'il faut,
je vous en supplie. » Touchée par ce drame, Adèle proposa à Jeanne de rester dans une petite salle attenante avec son bébé, le temps que Margot poursuive les soins. Malgré le règlement sévère de l'hôpital concernant les animaux sauvages, la direction consentait à une exception, tant la situation était inhabituelle. Pendant que Jeanne berçait son enfant, Adèle tenta de la réconforter. « Élever un lynx, ce n'est pas la même chose qu'un chat, vous savez ?» Jeanne acquiesça, la voix cassée. « Je le sais aujourd'hui, mais je pensais qu'il me faisait confiance. Il dormait à mes pieds, me suivait parfois dans la maison. Puis, il s'est mis à s'agiter la nuit, à se griffer contre la porte. J'ai cru qu'il voulait simplement se dégourdir les pattes. » Les minutes s'égrenaient et Margot s'affairait à panser les plaies, injecter des antibiotiques et surveiller la température du lynx. L'équipe espérait éviter le pire, mais le stress et la sous-alimentation prolongée pouvaient avoir laissé des séquelles. L'animal semblait lutter de toutes ses forces. Adèle, en passant la tête par l'entrebâillement de la porte, le vit remuer légèrement. Malgré la sédation, il poussait encore ce petit gémissement, comme s'il appelait quelqu'un ou quelque chose. Le docteur Léon, silencieux, observait la scène avec une expression indéchiffrable. Il savait que l'hôpital se trouvait dans une position délicate. Laisser cet animal sans assistance aurait signifié le condamner à une mort quasi certaine. Mais le soigner ici, parmi les patients humains, constituait une situation rarissime. Pourtant, devant l'urgence de son état, il n'avait pas vraiment le choix. Les heures suivantes furent décisives. Margot restait auprès du lynx, veillant à réguler son apport en oxygène et sa température. Jeanne, de son côté, priait silencieusement, le visage enfoui dans la couverture de son bébé, tandis qu'Adèle lui tenait la main. Toutes deux retenaient leur souffle à chaque fois que l'animal poussait un soupir ou tremblait. Cette tension pesante n'épargnait personne. Même Léon, d'ordinaire si rationnel, avait le visage fermé, comme s'il redoutait une mauvaise nouvelle. Le temps sembla s'étirer à l'infini, jusqu'à ce qu'enfin, Margot ouvre la porte, essuyant la sueur sur son front. Il est hors de danger immédiat, mais très faible. Il va falloir qu'il reste sous surveillance. Le soulagement fut palpable, même si un long chemin restait à parcourir. Jeanne lâcha la main d'Adèle pour essuyer ses yeux avant de murmurer « Merci ». Mais un léger tremblement dans sa voix trahissait la suite de ses pensées. Le lynx survivrait-il réellement? Et surtout, qu'allait-il advenir de lui ensuite? Dans la salle attenante où Jeanne berçait son bébé, l'atmosphère était lourde d'inquiétude. Les rideaux d'un vert pâle semblaient ternir sous la tension ambiante. On entendait parfois le bourdonnement discret d'un chariot en métal dans le couloir ou les pas rapides d'une infirmière pressée. Mais à l'intérieur de cette pièce, tout restait figé autour de la douleur muette que ressentait Jeanne à l'idée de perdre ce lynx qu'elle considérait presque comme un membre de la famille. Adèle, voulant occuper les mains tremblantes de la jeune mère, lui offrit un verre d'eau fraîche. « Respirez », murmura l'infirmière. « On fait tout notre possible pour qu'il s'en sorte. » Jeanne hocha la tête, retenant ses larmes, tandis que son enfant dormait profondément contre sa poitrine. Margot, de son côté, vérifiait les derniers réglages de la perfusion dans la pièce voisine. Le jeune lynx, sous sédation légère, s'accrochait à la vie, mais ses blessures et son infection demandaient des soins constants. Le docteur Léon entra sans bruit, observant tour à tour Margot et l'animal. « Je viens de contacter les autorités locales », annonça-t-il, la voix grave. « Ils veulent un rapport détaillé sur l'état de ce lynx et des circonstances de son arrivée chez nous. » Margot soupira, consciente que l'hôpital s'aventurait en terrain inconnu. « Je comprends la nécessité de les avertir, » dit-elle. « Mais j'aimerais qu'on attende avant de déplacer l'animal vers un centre spécialisé. Pour l'instant, il est trop faible. » Le docteur Léon acquiesça. Dans son esprit, 1000 pensées se bousculaient. « L'hôpital Saint-Laurent, habitué à soigner des patients humains,
se retrouvait à présent dans une situation exceptionnelle, à la limite de la légalité. Pourtant, comment refuser l'aide à un être vivant en danger? Cette question résonnait avec force tandis qu'il parcourait du regard les fils, les pansements et les récipients de solutions physiologiques autour du petit lynx. Même si Léon se montrait souvent distant et analytique, il ne pouvait nier l'attendrissement que suscitait la scène. Adèle revint dans la salle de soins, épaulée par Paul, l'infirmier qui avait donné l'alerte plus tôt. « Margot », lança-t-elle doucement. Jeanne est en train de s'effondrer de culpabilité. Elle voudrait savoir si elle peut au moins approcher le lynx, ne serait-ce que quelques instants. Margot, les sourcils froncés, réfléchit. Normalement, je dirais non, mais vu son état émotionnel et aussi l'état du lynx, peut-être qu'une présence calme pourrait l'apaiser, tant qu'elle se tient à distance et qu'elle ne le touche pas. Léon ne s'y opposa pas, estimant qu'un bref contact visuel ne causerait pas de tort. Jeanne pénétra donc dans la pièce, le visage encore humide de larmes. Son bébé restait dans les bras d'Adèle, hors de portée de l'animal. Timidement, elle s'approcha du lit de fortune, où le lynx avait été installé. Il respirait difficilement, chaque inspiration paraissant peser sur tout son frêle organisme. Son pelage, tacheté de brun clair, était maculé de sang séché et de désinfectant. Le collier brodé, partiellement décousu, pendait de travers, révélant à peine les lettres incomplètes. À cette vue, Jeanne sentit sa gorge se nouer. « Mon pauvre petit », souffla-t-elle. Le lynx entr'ouvrit les yeux, comme s'il percevait la présence de sa bienfaitrice, puis les referma aussitôt, épuisé. Les jours qui suivirent furent un véritable marathon médical. Margot administra des antibiotiques à intervalles réguliers, surveilla la cicatrisation des plaies et tenta de faire manger l'animal, d'abord par des solutions liquides, puis avec de la nourriture adaptée. Adèle, voyant Jeanne désemparée, lui proposa de participer à quelques gestes simples, humidifier les bandages, veiller sur la perfusion, toujours sous la supervision stricte de Margot. Ainsi, entre les tours d'infirmières, Adèle et Jeanne se relayaient pour surveiller le moindre signe d'amélioration. La nuit, toutefois, restait un moment critique. Le lynx, malgré la souffrance, se montrait parfois agité, griffant les draps et poussant des petits gémissements. Margot suspectait des cauchemars, peut-être dus au stress ou à la fièvre. Jeanne, en veille, murmurait alors des paroles apaisantes à travers la porte entr'ouverte. Même si elle savait que l'animal n'était pas un simple chat domestique, elle ne pouvait s'empêcher de croire que sa voix avait un effet calmant. Adèle, témoin de ces veilles nocturnes, ressentait un mélange d'admiration et de tristesse en voyant la détermination de Jeanne. Pendant ce temps, à l'extérieur, la petite ville réagissait à la rumeur grandissante. Un jeune lynx avait été recueilli à l'hôpital. Certains habitants dénonçaient une imprudence, redoutant la propagation d'éventuelles maladies. D'autres se disaient intrigués, voire émus, par l'initiative de l'établissement. Le chef de la police locale passa même pour s'assurer que tout était sous contrôle. Léon, avec son calme habituel, expliqua la situation. C'était une urgence vitale, nous n'avions pas le choix. Nous nous conformerons à toutes les obligations légales une fois l'animal stable. Malgré ses inquiétudes, la directrice de l'hôpital, une femme nommée Irène, autorisa la poursuite des soins, tenant à préciser qu'elle endossait la responsabilité en personne. Elle discuta longuement avec Margot, qui lui fit un compte-rendu complet de l'état de l'animal. Les risques de contagion étant jugés faibles, et l'hôpital disposant de procédures de décontamination strictes, Irène estima qu'il était plus dangereux de transporter le lynx ailleurs dans un état aussi fragile. Elle rédigea néanmoins un dossier pour suivre légalement la situation, consciente que ce choix ferait couler beaucoup d'encre. Adèle, prise dans ce tourbillon,
conservait malgré tout sa mission principale, s'occuper des patients humains, répondre aux appels, administrer des soins, rassurer les familles en détresse. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de repasser régulièrement voir le lynx, vérifier auprès de Jeanne si tout allait bien. L'instinct de cette infirmière la poussait à apaiser les êtres vulnérables, qu'ils soient humains ou animaux. D'ailleurs, plusieurs collègues la taquinèrent gentiment, l'appelant la nounou du félin. Adèle le prenait avec le sourire, mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer l'angoisse sous-jacente. L'animal parviendrait-il à s'en sortir? Et si oui, que deviendrait-il? Margot, en professionnelle aguerrie, planifiait déjà la suite. Elle entra un soir dans la salle d'auscultation, où se trouvait également Jeanne, et lui expliqua « Lorsque son état sera suffisamment stable, il faudra sûrement le confier à un centre spécialisé dans la réhabilitation de la faune sauvage. On ne peut pas le garder ici indéfiniment. » Jeanne opina faiblement, les yeux baissés. « Je sais bien, » murmura-t-elle d'une voix éraillée. « Il mérite de retrouver une vie de lynx, de courir librement dans les bois. C'est juste que ça me fend le cœur à l'idée de le laisser partir. » Le docteur Léon, qui se tenait en retrait, s'approcha et posa une main apaisante sur l'épaule de Jeanne. « Vous lui avez déjà sauvé la vie une première fois en le recueillant. Vous l'aidez encore aujourd'hui en nous laissant prendre le relais. Mais vous ne pouvez pas aller contre sa nature. » Jeanne sourit tristement. Elle savait qu'il avait raison, et pourtant, elle se sentait responsable. Comme une mère qui abandonne son enfant, pensait-elle, même si elle comprenait l'absurdité de cette analogie, son propre fils qu'elle tenait encore contre elle ne pourrait jamais comprendre le bouleversement intérieur qu'elle traversait. Il ignorait tout des souffrances du petit lynx, mais un jour, elle espérait lui raconter cette histoire pour lui enseigner la compassion envers les animaux. Au fil des semaines, le miracle se produisit peu à peu. Le lynx reprit des forces. Ses plaies se refermaient à vue d'œil, la fièvre diminua, et il commença à avaler de petits morceaux de viande tendre préparés par Margot. Les analyses de sang montraient un net progrès, et les observations comportementales révélaient qu'il retrouvait son instinct de méfiance naturelle. Il se montrait nerveux lorsque trop de monde entrait dans la pièce, cherchant à se cacher ou à grogner faiblement pour marquer son inconfort. C'était, selon Margot, un signe encourageant. L'animal ne perdait pas son instinct sauvage. Pour Jeanne, cette évolution avait un goût doux amer. Heureuse de voir le lynx se rétablir, elle redoutait le moment de la séparation. « C'est pour ton bien », pensait-elle souvent en caressant du regard son petit compagnon convalescent. « Je ne veux pas te voir enfermé ou dénaturé. » Peu à peu, elle diminua ses visites, suivant les recommandations de Margot. Restreindre le contact humain aiderait le lynx à ne pas trop s'habituer à la présence des gens. Adèle l'observa avec compassion, percevant la tristesse qui se peignait sur son visage à chaque pas qu'elle faisait loin de la salle. Un matin, alors que la neige avait largement fondu autour de l'hôpital et que le printemps pointait enfin, Margot annonça que le lynx pourrait être transféré la semaine suivante vers un centre de réhabilitation situé à plusieurs heures de route, dans une région boisée où l'on préparait les animaux sauvages à retourner dans leur habitat naturel. Jeanne sentit son cœur se serrer, mais elle acquiesça sans protester. « Je voudrais juste pouvoir lui dire au revoir », murmura-t-elle. Le docteur Léon l'autorisa, à condition qu'elle ne rentre pas dans son enclos de fortune et se contente d'une présence calme. Jeanne se tint donc derrière la vitre, observant le lynx qui reniflait un jouet en peluche abandonné. Elle se souvenait l'avoir cousu à la hâte dans l'espoir de le rassurer au tout début. L'animal le repoussa d'un léger coup de patte, manifestant une indifférence nouvelle. Sur un plan purement vétérinaire, c'était positif. Moins il s'attachait aux objets humains, mieux il se réinsérerait dans la vie sauvage. Mais pour Jeanne,
Chaque signe d'éloignement rappelait cruellement ce qu'elle allait perdre. Le jour du départ approchait à grands pas, et dans l'hôpital, chacun percevait la gravité du moment. Margot avait discuté avec le centre de réhabilitation, qui se disait prêt à accueillir le jeune lynx dès qu'il serait apte à voyager. Les formalités administratives étant réglées, il ne restait plus qu'à s'assurer que l'animal serait suffisamment stable pour supporter plusieurs heures de route. Jeanne, qui passait moins de temps auprès de lui pour favoriser la distanciation nécessaire, ressentait un mélange de soulagement et de tristesse. Sa raison lui répétait qu'il s'agissait de la meilleure décision possible, mais son cœur s'emballait dès qu'elle pensait au départ imminent. Adèle, quant à elle, remarquait à quel point Jeanne se refermait sur elle-même. Depuis plusieurs jours, la jeune mère évitait de croiser le regard de quiconque, comme si elle avait honte de son geste initial. Pourtant, Adèle voyait bien qu'elle souffrait profondément d'un dilemme moral. Elle savait que le lynx devait partir, et en même temps, elle craignait de ne plus jamais revoir cet être auquel elle s'était tant attachée. Même le bébé de Jeanne semblait plus agité, comme s'il sentait la tension qui pesait sur sa mère. Adèle tentait de lui offrir des paroles réconfortantes, sans jamais banaliser la peine ressentie. De son côté, Margot passait en revue les derniers examens. Elle avait observé que le lynx se remettait de plus en plus vite et qu'il mangeait désormais sans difficulté. Ses analyses sanguines s'étaient nettement améliorées et la température de son corps était revenue à la normale. Toutefois, elle notait encore une certaine sensibilité au niveau de l'une de ses pattes arrière, où une plaie profonde avait menacé de s'infecter. Pour évaluer sa capacité à se déplacer, Margot l'avait doucement encouragé à marcher dans la pièce. Le félin, malgré une légère boiterie, montrait une détermination qui forçait le respect. Le docteur Léon, quant à lui, supervisait discrètement l'ensemble. Chaque jour, il s'entretenait avec Margot pour s'assurer que les soins n'empiétaient pas sur les ressources de l'hôpital déjà sollicitées par les patients humains. À sa grande surprise, il découvrit que le petit lynx suscitait un élan de solidarité parmi le personnel. Plusieurs infirmières venaient spontanément demander des nouvelles, et même certains malades, dès qu'ils apprenaient son existence, montraient de la curiosité bienveillante. Léon, pourtant habituellement austère, se laissait toucher par cette atmosphère. Il réalisait que, dans l'épreuve, cette créature avait rassemblé les cœurs autour d'une même cause, la vie, tout simplement. Un matin, alors que le transfert était prévu pour dans 2 jours, Margot reçut un appel du centre de réhabilitation. On l'informait qu'un incident avait endommagé une de leurs infrastructures, rendant temporairement indisponible l'enclos spécialement réservé pour le lynx. Cette nouvelle imprévue obligeait à repousser le départ d'au moins 1 semaine. Apprenant cela, Jeanne éprouva un soulagement mêlé de culpabilité. Elle se réjouissait de voir son protégé rester plus longtemps ici, même si elle savait pertinemment que ce n'était pas l'idéal pour sa réinsertion future. Adèle, toujours attentive, tenta de la rassurer. Ça lui donnera plus de temps pour guérir complètement. La nouvelle de ce délai supplémentaire se propagea rapidement dans l'hôpital. Chacun y alla de son petit commentaire. Certains trouvaient cela positif, car le lynx pourrait consolider ses forces. D'autres craignaient que sa présence prolongée ne crée davantage de complications administratives. Pour Margot, c'était un simple contretemps, mais aussi une opportunité de peaufiner la rééducation de l'animal. Elle disposait désormais de quelques jours de plus pour tester ses réflexes et sa capacité à se débrouiller sans trop d'assistance. De plus, elle envisageait déjà de limiter drastiquement les interactions humaines afin que le félin ne s'habitue pas trop au confort artificiel. Durant cette semaine de sursis, Jeanne se fit volontairement plus discrète. Elle craignait qu'un trop grand attachement ne rende le départ du lynx encore plus douloureux. Pourtant, chaque soir, elle revenait, son bébé contre elle, pour jeter un œil discret à travers la vitre. Parfois, elle voyait l'animal endormi, lové dans un coin avec sa patte bandée. D'autres fois, il tournait en rond, la tête basse,
comme s'il attendait quelque chose au-delà de ces murs. Adèle observait silencieusement la scène, incapable de définir si le lynx cherchait sa liberté ou bien un signe d'affection supplémentaire de la part de Jeanne. Un après-midi, Margot organisa une séance d'observation médicale plus poussée. Elle disposa de petits obstacles, des balles et un morceau de viande suspendu pour évaluer la coordination du lynx. Adèle et Léon assistèrent à l'expérience depuis l'autre côté d'une vitre protégée. Le félin, intrigué, s'approcha d'abord avec prudence, reniflant les objets un par un. Lorsqu'il découvrit la balle, il la poussa du museau, comme s'il hésitait entre jouer et se méfier. Puis ses instincts de chasseur semblèrent reprendre le dessus. Il bondit sur le morceau de viande, démontrant une agilité retrouvée. Margot sourit, satisfaite de cette progression. Après l'exercice, Margot partagea ses conclusions avec Léon et Adèle. Il récupère vite. « Je pense qu'il pourra survivre seul si on le relâche dans un environnement adapté, à condition de poursuivre une transition en centre spécialisé pour parfaire ses instincts. » Léon hocha la tête, notant déjà dans son carnet les points clés du rapport à transmettre aux autorités compétentes. Adèle, elle, se réjouissait sincèrement pour le lynx, tout en ressentant un pincement en songeant à la détresse de Jeanne. Elle savait que la jeune mère devrait tôt ou tard faire le deuil de cette relation si particulière. Le soir même, Jeanne prit son courage à deux mains et s'approcha de Margot. « Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait, dit-elle. Je sais désormais que je n'aurais jamais dû garder ce lynx chez moi. » Margot lui sourit doucement, sans jugement. « Vous lui avez sauvé la vie, mais c'est la nature qui doit reprendre ses droits. » Jeanne acquiesça. Elle jeta un dernier coup d'œil vers la pièce où l'animal, serein, somnolait. Dans son regard, un mélange d'amour et de regret. Puis elle quitta l'hôpital, consciente qu'une page était en train de se tourner. Pour toujours. Alors que les jours s'écoulaient, dans un entre-deux étrange, le jeune lynx continuait de récupérer, et chacun dans l'hôpital s'habituait à cette présence insolite. Les rayons du soleil printanier pénétraient désormais par les grandes vitres du couloir, réchauffant l'atmosphère et faisant fondre les plaques de neige qui subsistaient çà et là sur le toit. Parfois, lorsqu'elle traversait l'hôpital en début de matinée, Adèle surprenait le félin assoupi, baigné de lumière, ses flancs se soulevant régulièrement. D'autres fois, elle le trouvait debout, la truffe frémissante, comme s'il guettait une odeur nouvelle ou un bruit provenant de l'extérieur. L'envie de liberté, de grands espaces, demeurait perceptible dans son attitude. Un soupçon d'impatience à l'idée d'être confinée entre ces murs. Margot, par conscience professionnelle, s'employait désormais à réduire tout contact non essentiel. Elle était convaincue que le lynx, pour retrouver pleinement son instinct sauvage, avait besoin de distance vis-à-vis des humains. Ainsi, seules 2 personnes étaient autorisées à s'en occuper. Margot elle-même pour les soins médicaux et un assistant vétérinaire mandaté par le centre de réhabilitation. Ce dernier, un jeune homme nommé Théo, venait quotidiennement depuis que l'installation d'accueil avait été temporairement fermée. Son rôle consistait à familiariser l'animal aux routines de réhabilitation, un régime alimentaire adapté, des exercices d'agilité et surtout une rééducation progressive pour sa patte encore fragile. Adèle, toujours curieuse, observait parfois Théo depuis l'autre côté de la vitre. Il était doux avec l'animal, mais volontairement avare de caresses ou de gestes affectueux. C'était la règle d'or pour un lynx destiné à réintégrer la vie sauvage. En le voyant faire, Adèle sentit un pincement au cœur. Elle se souvenait des gestes tendres de Jeanne, de son désir de combler d'amour cette petite boule de poil. Pourtant, le temps avait démontré que trop d'affection humaine pouvait être nocif pour un animal sauvage. Elle comprenait mieux maintenant l'équilibre délicat entre l'aide indispensable et la préservation de l'instinct naturel. Malgré ces consignes, l'hôpital n'était pas un sanctuaire hermétique.
Des bruits de chariots, des voix, des va-et-vient constants rappelaient sans cesse au lynx qu'il évoluait dans un univers étranger au sien. Margot le voyait parfois dresser l'oreille, sursauter au son d'une porte qui claque ou d'une alarme qui résonne. Dans ces moments, il s'aplatissait contre le sol, les pupilles dilatées, prêt à se défendre. Chaque fois que se produisait un tel accès de panique, Margot mesurait l'importance de le transférer au plus vite. Pourtant, l'incident survenu dans le centre de réhabilitation avait prolongé leur cohabitation forcée. Pendant ce temps, Jeanne s'efforçait de reprendre un semblant de vie normale. Elle ne venait plus qu'un jour sur deux pour se renseigner, restant dans la salle d'attente ou parlant brièvement à Adèle, sans insister pour voir le lynx. Son bébé grandissait, gazouillant maintenant avec énergie, ses menottes agrippant tout ce qui passait à sa portée. Un matin, alors qu'Adèle circulait entre deux patients, Jeanne l'interpella. « Comment va-t-il aujourd'hui » L'infirmière, malgré son empathie, garda un ton neutre. « Il se porte mieux. Les soins se poursuivent. On espère un transfert d'ici peu, dès que leur enclos sera à nouveau opérationnel. » Jeanne acquiesça sans un mot. Les cernes sous ses yeux trahissaient des nuits sans sommeil ou un tumulte intérieur qu'elle ne parvenait pas à apaiser. Adèle, effleurant son bras avec douceur, ajouta « Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Maintenant, laissez la suite aux professionnels. » Jeanne hocha la tête, murmurant « Oui, je sais. » Les soirées étaient parfois moins agitées dans l'établissement et c'est lors de ces moments de calme qu'Adèle croisait Théo dans les couloirs. Le jeune homme, encore en blouse tachée de poils, racontait avec enthousiasme les progrès du lynx. « Il commence à avoir un appétit d'ogre, plaisantait-il, et il grimpe déjà sur les petits modules qu'on a installés. Bientôt, il sautera sans difficulté sur la table d'examen si on ne l'en empêche pas. » Adèle souriait, imaginant la scène. Pourtant, elle n'osait pas trop se réjouir. Chaque amélioration rapprochait l'instant du départ, et elle savait que, pour Jeanne, ce serait un pincement supplémentaire. Un soir, alors que la lune inondait de lumière blanche les couloirs, un événement imprévu vint troubler la quiétude. Le lynx, probablement effrayé par un bruit soudain, un chariot qui avait heurté une paroi métallique, s'était débattu dans son enclos de fortune. Il s'était mis à feuler et à gratter violemment la porte, jusqu'à en abîmer la peinture. Théo, arrivé en courant, découvrit l'animal en panique, les yeux fous, la respiration haletante. Il fallut plusieurs minutes à Margot et lui pour parvenir à calmer la bête, en usant de gestes lents et en parlant à voix basse. Adèle, restée en retrait, sentit un nœud se former au creux de son ventre. Malgré tous leurs efforts, le lynx restait un animal sauvage et ses réactions demeuraient imprévisibles. Le lendemain matin, Margot expliqua à Léon qu'il devenait urgent d'écourter cette situation. « Plus on le garde ici, plus le risque d'accident augmente », déclara-t-elle. « Même si nous avons limité les contacts, il y a trop de stimuli. Il faut accélérer le transfert vers le centre. » Le médecin hocha la tête, conscient du problème. Il passa plusieurs coups de téléphone et finit par obtenir la promesse que l'enclos serait réparé dans les 3 prochains jours. Un transport sécurisé fut aussitôt programmé et l'équipe se prépara à organiser le départ. L'annonce de cette date exacte produisit un effet immédiat sur Jeanne. Elle vint trouver Margot, le visage pâle, et lui demanda la permission de dire un dernier adieu au lynx. La vétérinaire fronça les sourcils, pesant le pour et le contre. Finalement, elle se montra compréhensive. « Vous pourrez le voir, mais à distance, et pas trop longtemps. Inutile de le perturber avant le voyage. » Jeanne acquiesça, reconnaissante, son bébé endormi contre son épaule. Le jour venu, elle se prépara avec un soin presque cérémonial. Elle noua ses cheveux en chignon, enfila un pull bleu ciel et apporta avec elle le collier brodé désormais décousu, qu'elle avait retiré au lynx pour le nettoyer. Les lettres étaient à peine lisibles, mais Jeanne désirait le conserver comme un souvenir. Lorsqu'elle arriva devant la pièce, la porte était entr'ouverte.
À l'intérieur, Margot terminait une dernière auscultation, aidée par Théo. Le jeune lynx debout laissait échapper un discret grondement d'impatience, un signe qu'il ne supportait plus ces manipulations invasives. Jeanne recula, prise d'une brusque inquiétude, mais Margot l'aperçut et la salua d'un signe de la main. D'un geste, elle indiqua à Jeanne de se tenir derrière la barrière de sécurité installée pour éviter tout contact direct. Jeanne posa alors son regard sur l'animal. Il avait grandi depuis son arrivée, son pelage semblait plus lustré, ses muscles plus fermes. Il n'y avait plus rien du chaton famélique qu'elle avait recueilli des mois auparavant. Les yeux du lynx se posèrent un instant sur Jeanne, sans la reconnaître ou sans exprimer d'émotion particulière. Peut-être se rappelait-il vaguement son odeur, ou peut-être voyait-il juste une silhouette humaine de plus. Jeanne sentit une déchirure au fond d'elle-même. Elle s'était attendue à un élan, un signe d'affection ou de gratitude, mais il n'en fut rien. Cet être sauvage avait déjà repris sa distance, se tournant vers la porte comme attiré par une odeur extérieure. À vrai dire, c'était la meilleure des nouvelles. Il n'était plus ce petit domestique qu'elle avait entretenu. Il redevenait lui-même. Les larmes aux yeux, elle se contenta de murmurer « Merci. Merci de m'avoir laissé t'aider. Et pardonne-moi de t'avoir gardé trop longtemps. » À cet instant, Margot et Théo terminèrent leur examen, s'écartant prudemment. Le lynx poussa un léger grognement, comme pour exprimer son soulagement. Puis on referma la porte, préparant mentalement l'animal à son prochain départ. Jeanne sentit qu'il n'y avait plus rien à dire, plus rien à prouver. Elle pressa son bébé contre elle, le cœur serré, et tourna les talons pour quitter la pièce. Le soir venu, Adèle rejoignit Jeanne près du distributeur de boissons, où la jeune mère cherchait à se rafraîchir les idées. Sans un mot, elle lui tendit un gobelet de café. Jeanne la remercia d'un hochement de tête, puis laissa s'écouler un silence pesant. Finalement, elle rompit la glace. C'est fou comme on peut aimer un animal au point de souffrir autant quand on doit s'en séparer. Adèle posa une main sur son épaule. Le plus important, c'est qu'il ait de bonnes chances de s'en sortir dans la nature. Votre geste de départ lui a déjà sauvé la vie. Jeanne acquiesça, retenant ses larmes avec peine, consciente que la douloureuse issue était en réalité la plus juste. 3 jours plus tard, le départ fut enfin fixé à l'aube. Une camionnette spécialement équipée, venue du centre de réhabilitation, se gara devant l'hôpital. 2 soigneurs formés à la manipulation d'animaux sauvages sortirent une cage spacieuse, conçue pour un transport sécurisé. Margot et Théo guidèrent le lynx, l'incitant à avancer à l'aide d'appâts savamment dosés. Nerveux mais obéissant à ses instincts de survie, il entra dans l'espace restreint où l'attendait un matelas de paille. Dans ses yeux, on percevait une méfiance vive, mais plus de panique comme autrefois. Le véhicule démarra, emportant avec lui la promesse d'une vie libre, loin des bruits de l'hôpital. Sur le perron, quelques employés observèrent la scène en silence, Adèle en tête. Elle aperçut Jeanne, discrète, dans un coin. La jeune mère ne dit pas un mot, son bébé dans les bras, regardant la camionnette s'éloigner. Lorsque les feux arrière disparurent au bout de la route, elle laissa enfin ses larmes couler, un flot silencieux de soulagement, de tristesse et, peut-être, de gratitude envers la destinée qui avait permis ce sauvetage. Adèle s'approcha, lui glissa un mouchoir, et elles restèrent un long moment côte à côte, sans prononcer la moindre parole. Elles savaient toutes deux que l'histoire n'était pas vraiment terminée. Le lynx allait désormais devoir prouver qu'il pouvait se débrouiller seul, loin des êtres humains. Le ronronnement du moteur s'était estompé depuis plusieurs minutes déjà, mais Adèle restait encore sur le perron de l'hôpital, le regard perdu dans la direction qu'avait prise la camionnette. Autour d'elle, les employés regagnaient peu à peu leur poste. Le quotidien hospitalier reprenait ses droits.
Patients qui arrivaient en consultation, brancards poussés dans les couloirs, sonneries de téléphone. Et pourtant, pour tous ceux qui avaient participé de près ou de loin à ce sauvetage, un vide inhabituel flottait dans l'air. Le petit lynx n'était plus là et chacun se surprenait à trouver les lieux soudain bien calmes. Jeanne, qui venait de s'éloigner pour composer un numéro au téléphone, retourna voir Adèle. Le visage encore rougi d'émotion, elle soupira. « Je ne réalise pas. Il est vraiment parti. » La jeune mère tenait toujours son bébé serré contre elle, comme si elle craignait qu'on le lui enlève aussi. Adèle posa une main compatissante sur son épaule. « Oui, mais il va là où il doit être. Ça va lui permettre de retrouver sa liberté. Et c'est ce que tu voulais, non ?» Jeanne acquiesça en silence, incapable de formuler clairement ses sentiments. Puis elle remercia Adèle d'une voix cassée et s'en alla, consciente que son rôle s'achevait ici. Pendant ce temps, la camionnette poursuivait sa route vers le centre de réhabilitation. Situé dans une région plus boisée, à bonne distance de toute agglomération, ce centre disposait d'enclos spacieux et de zones semi-sauvages, permettant aux animaux de réapprendre à chasser et se mouvoir en pleine nature. À l'arrière, le lynx paraissait calme, couché dans sa cage recouverte d'une bâche. Ses yeux mi-clos guettaient chaque chaos de la route, chaque vibration. Les soigneurs s'étaient montrés vigilants au moment de l'installer, veillant à minimiser les secousses. Ils devaient arriver le moins stressés possible. À l'arrivée, un grand portail s'ouvrit sur une allée bordée d'arbres. De hauts grillages se distinguaient en arrière-plan, mais le décor restait très différent de l'hôpital. Nul bruit de couloir, seulement le chant de quelques oiseaux et le craquement des graviers sous les pneus. 2 soigneuses attendaient près d'un bâtiment en bois, prêtes à réceptionner le félin. Parmi elles, une femme d'une 40aine d'années, Raphaël, dirigeait l'endroit avec rigueur et passion. Son regard vif se posa immédiatement sur la cage où l'on discernait la silhouette du jeune lynx. « Alors, c'est lui ?» demanda-t-elle en s'approchant. « Oui », répondit l'un des soigneurs. « Il vient de l'hôpital Saint-Laurent. Il a déjà subi de lourds soins, mais il faudra surveiller sa patte arrière, qui a eu une vilaine blessure. » D'un signe de tête, Raphaël ordonna à l'équipe de transporter délicatement la cage vers un enclos de transition. C'était une zone tampon, plus petite que les grands enclos extérieurs, où l'on pouvait observer le comportement de chaque nouvel arrivant avant de l'introduire dans un espace plus vaste. Le lynx, se sentant manipulé, feula légèrement. Son grondement, encore un peu rauque, résonna dans le silence. Raphaël y vit un bon signe. Mieux valait un animal méfiant qu'un être trop docile, signe d'une dépendance malsaine à l'homme. Une fois installé dans l'enclos de transition, le félin s'assit, raide, et promena son regard doré sur le grillage. Il fit quelques pas, scruta les coins pour s'assurer qu'il n'y avait pas de cachette ou de menace imminente, puis s'allongea sur un lit de paille. Raphaël, un carnet en main, notait déjà ses premières observations. « Il est maigre mais alerte », murmura-t-elle à l'intention des soigneurs qui l'entouraient. « Nous lui donnerons d'abord de petites quantités de nourriture crue et on surveillera sa digestion. » Pendant ce temps, Théo, l'assistant vétérinaire qui avait accompagné le lynx, expliqua comment Margot et lui avaient rééduqué la patte blessée. Il précisa la manière dont le petit lynx avait réagi aux soins, parfois avec agressivité, parfois avec une sorte de résignation prudente. Raphaël l'écoutait en silence, hochant la tête à intervalles réguliers. Elle prit ensuite le relais. « Ici, nous allons limiter au maximum les interactions directes. L'objectif est qu'il retrouve le comportement d'un lynx sauvage. S'il se montre déjà assez indépendant, c'est tant mieux. » Au fil des jours, une routine s'installa. Raphaël venait chaque matin déposer discrètement de la nourriture dans l'enclos, puis s'éloignait sans chercher à interagir. Elle observait de loin,
s'aidant parfois de jumelles, notant dans son carnet la façon dont le lynx mangeait, se déplaçait et réagissait aux stimuli alentour. Lentement, elle lui apprit à chasser de la nourriture vivante, de petits rongeurs, soigneusement relâchés dans l'enclos pour stimuler l'instinct prédateur. Le jeune félin, d'abord hésitant, montra rapidement des aptitudes remarquables. Il repérait les proies avec la précision d'un animal qui, malgré ses déboires, n'avait pas perdu son instinct fondamental. Toutefois, un détail inquiétait Raphaël. Le lynx semblait parfois se réveiller en sursaut la nuit, feulant contre une présence invisible. Les caméras de surveillance montraient qu'il tournait en rond, comme s'il cherchait une issue, avant de se recroqueviller dans un coin. Le souvenir de l'hôpital, des bruits métalliques, ou même de l'expérience avec Jeanne, pouvait-il hanter son esprit? Les animaux ne verbalisent pas, mais ils gardent en mémoire les traumatismes. Raphaël prenait donc grand soin de maintenir un environnement calme. Elle appliquait des techniques de désensibilisation aux bruits humains, en diffusant de faibles sons enregistrés, toujours à un niveau modulé, pour l'habituer progressivement. Entre-temps, à l'hôpital Saint-Laurent, la vie reprenait son cours. Adèle, Léon et Margot travaillaient comme avant, courant d'un service à l'autre. Pourtant, au détour d'un couloir, ils repensaient parfois à cette présence singulière qui avait animé l'établissement. Quelques patients qui avaient entendu parler de l'histoire interrogeaient Adèle. « Alors, des nouvelles du petit lynx ?» L'infirmière répondait invariablement qu'il se trouvait désormais dans un centre spécialisé et qu'il allait bien. Elle n'entrait pas dans les détails, consciente qu'il valait mieux laisser l'animal poursuivre son chemin, loin du tumulte médiatique. Quant à Jeanne, elle tenta de se reconstruire. Parfois, elle passait à l'hôpital pour y déposer un dossier ou régler une formalité, et Adèle la voyait tenter de sourire. Mais la blessure restait vive. Un après-midi, Jeanne confia à Adèle que, la nuit, elle faisait des rêves où le lynx courait à travers des forêts immenses, puis se retournait vers elle avant de disparaître. « C'est comme s'il me disait qu'il va bien », expliqua-t-elle, les yeux humides, « que je ne dois pas m'en faire. » Adèle l'encouragea à cultiver cette image positive. De son côté, Raphaël préparait déjà la suite de la réhabilitation. Le lynx montrait des progrès constants, chassant de mieux en mieux, regagnant du muscle. Bientôt, elle envisagea de le transférer dans un enclos plus vaste, où la végétation serait plus dense et où il pourrait grimper aux arbres, bondir sur des rochers, bref, retrouver des sensations proches de la vie sauvage. Avant de procéder, elle réunit son équipe. « Nous devons évaluer son comportement face à des congénères », annonça-t-elle. « Dans la nature, les lynx sont plutôt solitaires, mais il faut voir s'ils tolèrent la présence d'autres animaux ou s'ils montrent une agressivité inhabituelle liée à son passé. » La décision fut prise d'introduire un autre lynx du même âge, déjà présent au centre, dans l'enclos de transition. Les soigneurs retinrent leur souffle quand les deux félins se croisèrent. Le nouveau lynx, une femelle, adopta une posture prudente, oreilles dressées. Le jeune mâle s'approcha lentement, en grondant tout bas, puis s'arrêta à quelques mètres. Les minutes s'égrenèrent dans une tension palpable. Finalement, la femelle détournant le regard, les deux bêtes reprirent leur exploration de l'enclos, chacune de son côté. C'était un premier pas positif. Aucune hostilité immédiate, juste la distance respectueuse de deux animaux sauvages qui se jaugent. Raphaël laissa les deux félins coexister plusieurs jours, évaluant leurs interactions. Son espoir était que cette compagnie féline contribue à effacer un éventuel trop-plein de contacts humains chez le jeune mâle. En parallèle, elle observait attentivement sa patte blessée. Les séances de saut et de chasse semblaient prouver qu'il ne souffrait plus. Il grimpait à l'arbre factice installé au milieu de l'enclos, puis redescendait avec une agilité presque parfaite. Petit à petit,
Raphaël s'aperçut qu'il n'avait plus rien d'un convalescent. Il évoluait comme un lynx adulte sûr de ses forces. Alors que les jours se rallongeaient, elle songea à la phase ultime, la remise en liberté. Habituellement, le centre gardait les animaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement réhabilités, puis procédait à un relâché dans une zone protégée, en forêt. Toutefois, certains dossiers étaient plus complexes que d'autres. Elle ignorait tout du passé précis de ce lynx, sinon qu'il avait été recueilli par une jeune femme et soigné dans un hôpital humain. S'était-il trop rapproché de la civilisation? Raphaël espérait que non. Elle avait besoin de preuves tangibles qu'il ne risquait pas de revenir se frotter aux habitations, mettant en danger sa propre vie. Ces observations, toutefois, la rassuraient. Le lynx fuyait les soigneurs, ne se manifestait pas à l'heure du nourrissage et préférait nettement capturer les proies vivantes lâchées dans l'enclos plutôt que de se tourner vers la nourriture servie dans des gamelles. Lorsqu'il entendait des voix humaines, il se dissimulait, allant parfois jusqu'à se tapir dans l'ombre. Tout indiquait qu'il reprenait une méfiance naturelle envers l'homme. Restait à savoir comment il se comporterait dans un milieu totalement ouvert. Un matin, Raphaël décida de faire le point avec son équipe. Nous allons bientôt préparer son relâché progressif. Il faudra le déposer dans une réserve où la densité de proie est suffisante et où les risques de braconnage sont limités. Nous devrons aussi lui poser un collier GPS pour assurer un suivi les premiers mois. À ces mots, un soigneur s'étonna, rappelant que le lynx en avait déjà eu un, ou du moins un collier étrange qui avait été retiré. Raphaël acquiesça. Justement, nous utiliserons un dispositif scientifique, pas un collier artisanal. Nous saurons alors s'il parvient à se nourrir seul et à rester loin des zones habitées. Ainsi, un nouveau chapitre se profilait pour l'animal. Les semaines de convalescence, la découverte de l'hôpital, la relation ambivalente avec Jeanne, tout cela semblait désormais appartenir au passé. Cependant, si le lynx vivait dans l'instant présent, Raphaël ne pouvait s'empêcher de penser aux êtres humains qui, à leur manière, s'étaient attachés à lui. Elle savait qu'elle devrait leur annoncer, tôt ou tard, la date de libération. Il n'était pas exclu que cette nouvelle suscite des émotions contrastées, du soulagement ou de la nostalgie, voire un sentiment de fierté collective. Pour l'heure, le félin continuait de sillonner son enclos, la tête haute. Quand le soleil se couchait, son regard brillait d'un éclat presque sauvage, et l'on devinait le prédateur aguerri qu'il était en train de redevenir. Raphaël, assise devant son bureau couvert de dossiers, parcourait une dernière fois les notes consacrées au jeune lynx. La liste d'observations s'allongeait de jour en jour, comportement à l'approche de l'humain, régimes alimentaires acceptés, progrès dans la prédation, signes de stress ou de boiterie. Au fil de ses lectures, elle sentit un léger sourire naître sur son visage. Chaque ligne témoignait d'une nouvelle victoire, d'un éloignement progressif de la dépendance aux humains. Elle n'aurait jamais cru qu'un animal ayant passé autant de temps dans un environnement médical puisse retrouver aussi vite sa sauvagerie innée. Lorsqu'elle releva la tête, elle distingua par la fenêtre l'enclos extérieur, baigné dans la lumière dorée du matin. Le lynx se tenait sur un petit rocher, la silhouette fière, comme s'il dominait son territoire. L'autre lynx, la femelle introduite récemment, se reposait à l'ombre d'un pin artificiel. Les deux félins respectaient une distance mutuelle, mais sans la moindre hostilité. Raphaël y voyait l'évidence. Il était presque prêt pour la liberté. Restait à fixer la date précise du relâché, à décider d'un lieu sûr et à organiser la pose du collier GPS pour le suivi. Avant d'officialiser ce projet, la directrice du centre insista pour que Raphaël la rejoigne dans son bureau. C'était une pièce plus spacieuse, agrémentée de trophées photographiques illustrant les succès passés. Un ours brun, relâché après une grave blessure, un aigle royal, sauvé d'une aile fracturée, et maintenant, il y aurait bientôt l'histoire de ce lynx recueilli chez les humains.
Après un bref salut, la directrice s'installa dans un fauteuil et croisa les doigts sous son menton. « Alors, Raphaël, tu penses qu'il est temps de le libérer ?» demanda-t-elle de sa voix calme. Raphaël hocha la tête avec assurance. Ses instincts de chasse sont pleinement revenus. Il se méfie des humains et ne manifeste plus de stress majeur. Sa patte est quasiment guérie, je n'observe plus aucune boiterie, et sa cohabitation avec notre femelle se passe plutôt bien. Il n'y a donc aucune raison de retarder davantage la remise en liberté. La directrice esquissa un sourire satisfait. Bien. Nous communiquerons l'information aux partenaires officiels, ainsi qu'à l'hôpital Saint-Laurent. Ils seront sûrement ravis d'apprendre la nouvelle. Le visage de Raphaël s'assombrit légèrement. Elle se rappelait la complexité émotionnelle autour de ce lynx. La jeune mère, Jeanne, qui l'avait élevé en pensant le sauver, puis dut s'en séparer dans la douleur. Elle avait également en tête l'équipe médicale, partagée entre son devoir de soigner un être vivant et la conscience que l'animal n'aurait jamais dû se trouver là. « Oui, » murmura-t-elle, « je me demande d'ailleurs s'ils souhaiteront assister à la libération. En général, nous évitons la présence de trop de monde, mais un témoignage discret ne me dérangerait pas. » 2 jours plus tard, Raphaël passa quelques coups de fil. Elle proposa à Margot, la vétérinaire de l'hôpital, et à Théo, l'assistant, de venir assister à l'opération. Tous deux acceptèrent avec joie. Margot, en particulier, voulait s'assurer que tout se passerait bien sur le plan sanitaire. Lorsqu'Adèle apprit la nouvelle, elle en fut soulagée et émue. Elle le confia à Jeanne, qui resta muette, les yeux brillants. Au bout d'un long silence, la jeune mère demanda « Est-ce que je suis autorisée à venir ?» Adèle hésita, mais l'encouragea. « Pourquoi pas ?» parlant à Raphaël. Le lendemain, Jeanne composa nerveusement le numéro du centre. Après quelques tonalités, Raphaël décrocha. Jeanne expliqua d'une voix timide qu'elle aimerait être là, pas nécessairement visible du lynx, juste pour assister de loin à ce moment crucial. Raphaël prit le temps d'évaluer la situation. Elle redoutait un choc pour l'animal, mais accepta finalement, en précisant que Jeanne devrait se tenir à bonne distance et surtout ne pas chercher à l'approcher. « Je comprends, » répondit Jeanne. « Je veux seulement être sûre qu'il part heureux. » Le jour J, le centre de réhabilitation s'éveilla avant l'aube. Raphaël et son équipe préparaient déjà le matériel. Un collier GPS suffisamment léger pour ne pas gêner le lynx, des seringues de tranquillisants au cas où il se montrerait trop agité, et la cage de transport spéciale. Le soleil commençait à peine à poindre quand Margot, Théo, puis Adèle et Jeanne arrivèrent au portail, escortés par la directrice. Jeanne portait son fils dans une écharpe de portage, le bébé encore endormi. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la joie et l'angoisse. D'un air concentré, Raphaël mena la petite troupe jusqu'à l'enclos. Les 2 lynx y vivaient tranquillement. Le mâle était perché sur une branche, la femelle couchée au sol en train de mordiller un os. L'intervention se déroulerait en 2 temps. D'abord, il fallait isoler la femelle dans un enclos adjacent pour éviter tout stress lors de la capture du mâle. Ensuite, l'équipe poserait le collier GPS, procéderait à une dernière évaluation médicale, puis placerait l'animal dans la cage avant de le conduire sur un site de relâcher choisi en amont. Avec une habileté acquise au fil des ans, Raphaël commença par attirer la femelle avec un appât. Séparée par un sas, elle se retrouva de l'autre côté du grillage, sans heurts. Restait le mâle, plus méfiant. Dès que Raphaël entra dans l'enclos, il se mit à feuler, les oreilles basses, et recula de quelques pas. Malgré les récents progrès, l'animal se souvenait sans doute de précédentes manipulations et pressentait quelque chose de particulier. Théo s'approcha avec précaution, tenant à la main un fusil à fléchette tranquillisant, prêt à intervenir si le stress devenait incontrôlable. Heureusement,
Le lynx, bien que nerveux, ne chercha pas à fuir ou escalader le grillage. Raphaël, patiente, progressa lentement, tentant de l'acculer vers un coin fermé de l'enclos. Il la suivait du regard, le corps tendu. Quand enfin elle estima qu'il était à portée, elle déploya un filet pour le neutraliser en douceur. La scène dura quelques instants, le lynx pris au piège se débattit en grondant, mais Raphaël put rapidement le calmer en lui couvrant la tête, geste destiné à réduire son angoisse en lui masquant la vue. Margot, attentive, se dépêcha de rejoindre Raphaël. Ensemble, elles immobilisèrent l'animal assez pour lui passer une légère sangle autour du museau, puis elles mirent en place le collier GPS. Le lynx tremblait, poussant des gémissements rauques, mais ne montra pas d'agression excessive. Jeanne, restée derrière la grille, observait la scène, le cœur serré. Elle sentait la détresse de l'animal, conscient malgré lui qu'il se jouait là un moment décisif. Adèle posa une main sur son épaule, murmurant « Ils savent ce qu'ils font. Il sera libre dans quelques heures. » Une fois le collier fixé, Raphaël palpa rapidement la patte jadis blessée, vérifia la respiration. De sa voix calme, elle signala à Margot « Tout va bien, le rythme cardiaque est légèrement accéléré par le stress, mais rien d'alarmant. » Elles purent alors hisser le lynx dans une cage de transport, conçue pour éviter qu'il ne se blesse, avec des parois partiellement couvertes. L'animal grognait encore, mais ses yeux commençaient à s'embuer d'un début de sédation diffusé sous forme d'aérosol pour le rassurer sans l'endormir totalement. Une fois la porte verrouillée, l'équipe sortit prudemment de l'enclos. Jeanne, bouleversée, jeta un bref coup d'œil au lynx enfermé dans cette cage, se rappelant la fois où elle l'avait elle-même installé dans un panier improvisé au tout début de leur histoire. En quelques mois, tant de choses avaient changé. Elle souffla un « bonne chance » à mi-voix, à peine audible. Adèle la serra contre elle, réconfortante. Le convoi partit ensuite en direction de la réserve naturelle, à 2 heures de route. Seuls Raphaël, Théo et Margot accompagnèrent l'animal dans un véhicule adapté. Jeanne et Adèle, elles, restèrent derrière. Les responsables du centre préféraient éviter trop de monde lors du lâcher final. Jeanne ne discuta pas la décision. Elle sentit qu'il valait mieux ne pas s'imposer, qu'il s'agissait d'un moment profondément sauvage et que sa présence risquerait de troubler l'instant. Elle aurait aimé voir le lynx franchir les fourrés, disparaître dans la forêt, mais elle comprenait que son rôle à elle se terminait ici. Avant de repartir, Jeanne s'approcha tout de même de Raphaël, la remerciant d'avoir permis sa venue. « Même si je ne l'ai pas vu courir dans la nature, au moins je sais qu'il s'en va, libre et vivant. » Raphaël lui sourit. « Nous vous enverrons des nouvelles. Quand nous pourrons le localiser via le GPS, on vérifiera qu'il se nourrit correctement. Je vous tiendrai au courant de sa progression. » Jeanne hocha la tête, émue. Son bébé se réveilla et gazouilla comme s'il saluait le destin du félin parti vers sa vraie maison. Le véhicule s'éloigna, soulevant un léger nuage de poussière. Jeanne, Adèle et les autres observèrent en silence la route déserte jusqu'à ce que plus rien ne soit visible. Dans l'air matinal, un petit vent fit frissonner la cime des arbres. La nature reprenait ses droits. Un chapitre s'achevait et un autre débutait pour ce lynx qui, autrefois, avait frappé désespérément à la fenêtre de l'hôpital. La camionnette filait sur la route bordée de pins, le moteur ronronnant doucement. À l'intérieur, Raphaël et Margot s'échangeaient de brefs commentaires, tout en veillant à ne pas trop stresser l'animal enfermé derrière elle. Le lynx, légèrement sédaté, ne poussait plus de grondements, mais on sentait sa présence fébrile dans la cage. Parfois, il griffait les parois ou poussait un soupir rauque. Théo, au volant, vérifiait régulièrement le rétroviseur, inquiet à l'idée que le trajet secoue trop le félin. Mais la route, moins chaotique que celle menant au centre, était plutôt lisse et rien ne suggérait un danger imminent. Au bout d'environ 2 heures, ils arrivèrent au début d'un chemin forestier,
fermé par une barrière. Raphaël sortit de la camionnette pour débloquer le passage. La réserve naturelle s'étendait au-delà, un vaste territoire où la densité de proie était jugée suffisante pour un lynx en quête d'indépendance. Les arbres, massifs et serrés, offraient un couvert idéal. Une faune variée peuplait les sous-bois, lièvres, chevreuils, rongeurs, oiseaux nicheurs. L'endroit, choisi avec soin, assurait aux félins la meilleure chance de survie. Ils parcoururent encore quelques kilomètres sur ce sentier de terre, ralentissant pour éviter les ornières. Enfin, Raphaël demanda à Théo de s'arrêter près d'une clairière. « C'est ici », expliqua-t-elle en ouvrant la portière. « Nous allons marcher un peu à l'intérieur de la forêt. » Ils descendirent et Théo coupa le contact. Margot, quant à elle, fit le tour du véhicule pour vérifier la cage. Le lynx, éveillé, semblait plus nerveux qu'auparavant, conscient que le cadre avait changé. Son regard doré fixait l'extérieur, comme s'il percevait déjà les odeurs sauvages qui lui parvenaient sous la bâche. Avec des gestes coordonnés, Raphaël et Théo transportèrent délicatement la cage à travers les arbustes. Margot ouvrait la marche, écartant des branches, attentive au moindre bruit. Tous trois sentaient l'adrénaline monter. Ce moment, ils le savaient, était crucial. Le lynx, désormais équipé d'un collier GPS, allait franchir le seuil de la vraie liberté, loin de toute intervention humaine. Après quelques minutes de marche, ils parvinrent à un endroit jugé adapté, mi-clairière, mi-sous-bois. Le sol y était jonché de feuilles, de mousse et plus loin, un petit ruisseau serpentait entre les racines. « On va positionner la cage de sorte à lui laisser le champ libre vers le couvert forestier », expliqua Raphaël. « S'il se sent menacé, il pourra vite disparaître. » Théo hocha la tête en installant la cage, prenant soin de la stabiliser pour éviter qu'elle ne bascule quand le lynx bondirait. Margot, en retrait, prépara une longue perche munie d'un système d'ouverture à distance. Ils espéraient ainsi éviter tout contact direct avec l'animal. Lorsqu'ils furent prêts, Raphaël se tourna vers Margot. « Tu es sûr de son état physique ?» demanda-t-elle, plus par inquiétude que par doute réel. La vétérinaire afficha un sourire confiant. « Il est en pleine forme. Les derniers examens l'ont prouvé. Pas de fièvre, pas de plaie ouverte. Quant à sa patte, elle est totalement consolidée. » Raphaël acquiesça. « Alors on peut y aller. » Théo et Raphaël se placèrent chacun d'un côté de la cage, légèrement en retrait. Margot, postée à une dizaine de mètres, mania la perche. Ils étaient tous les trois silencieux, tentant de maîtriser le moindre geste pour ne pas effrayer le félin. Puis Margot actionna le dispositif d'ouverture. Un clic retentit, le loquet sauta, et la porte coulissa vers le haut, découvrant l'intérieur sombre. Au début, rien ne bougea. Seul un léger bruissement venait trahir la présence de l'animal à l'intérieur. Au bout de quelques secondes, la tête du lynx apparut. Ses oreilles, dressées, captaient chaque son, chaque frémissement de la forêt. Les sens en alerte, il hésitait entre bondir dehors et reculer vers la sécurité illusoire de la cage. Théo retint son souffle, se demandant si l'animal n'était pas trop paniqué pour sortir. Raphaël, experte en la matière, savait qu'il fallait parfois de longues minutes avant qu'un fauve ne se résolve à quitter un espace confiné. Elle sentait son cœur battre à toute allure. C'était là l'instant clé, ce moment fragile où un être retrouve son élément. Soudain, le lynx fit un pas en avant, renifla l'air, puis recula d'un mouvement vif, comme s'il venait d'apercevoir les humains en lisière de son champ de vision. Ses muscles semblaient tendus à l'extrême. Margot, immobile, observait la scène, admirant la puissance contenue dans ce jeune corps encore fin, mais déjà athlétique. L'animal se pencha, fixant le sol, puis, brusquement, il s'élança hors de la cage, d'un bond souple et silencieux. Le lynx atterrit dans les feuilles mortes,
releva la tête et scruta les alentours. Ses moustaches frémissaient, son pelage se fondait presque dans les teintes brun-gris de la forêt. Raphaël se pencha légèrement, prêt à saisir le moindre signe de panique. Mais l'animal ne bougea pas tout de suite. Il jeta un dernier regard en direction de la cage, puis vers ces silhouettes humaines qui se tenaient à distance. Dans ses yeux, aucun sentiment lisible pour un observateur ordinaire, juste un éclat sauvage, ancien, qui disait « Je suis chez moi ici ». Dans un mouvement aussi rapide que silencieux, le lynx prit alors la fuite vers l'ombre des arbres, disparaissant entre les troncs comme un fantôme. Théo, les lèvres entr'ouvertes, murmura « Waouh !» Raphaël, quant à elle, ferma un instant les yeux, inspirant profondément, soulagé et ému à la fois. « C'est fait », lâcha-t-elle. « Il est libre. » Ils restèrent un long moment sans bouger, comme pour s'imprégner du silence ambiant. On entendait le ruisseau couler, quelques oiseaux chanter, aucune trace du lynx. Margot, l'émotion dans la voix, rompit finalement le silence. On devrait vérifier le signal GPS, juste pour être sûr qu'il fonctionne. Théo sortit un petit récepteur et hocha la tête. Un bip intermittent confirmait que le collier émettait. « Ça marche, il est parti vers le nord », indiqua-t-il en pointant une zone boisée. Après avoir replié la cage et rangé leur matériel, ils regagnèrent la camionnette. Chacun sentait monter en lui un mélange de joie et de gravité. La liberté d'un animal sauvage n'était jamais un acquis définitif, surtout dans un monde où les routes, les chasseurs, les conflits d'intérêts menacèrent la faune. Mais au moins, ce lynx avait recouvré sa chance. Il pourrait vivre à sa guise, chasser, se battre pour son territoire, peut-être même rencontrer un congénère et fonder une descendance. Sur le chemin du retour, Raphaël pensa à Jeanne et à Adèle. Elle se promit de leur donner des nouvelles régulièrement. Le collier GPS n'était pas un espion à long terme. Il avait une batterie d'une durée limitée, et l'objectif n'était pas de pister le lynx en permanence, mais de veiller à ce qu'il s'adapte les premiers mois. Ensuite, l'appareil se détériorerait probablement, ou bien tomberait, libérant le félin de toute attache. Ce futur incertain, paradoxalement, rassurait Raphaël. Il témoignait du fait que l'animal était réellement rendu à la vie sauvage, hors du contrôle de l'homme. Les jours suivants, elle surveilla régulièrement l'écran du récepteur. Au départ, le lynx restait près de la zone de lâcher. Les données montraient qu'il se déplaçait prudemment, établissant sans doute un périmètre d'exploration. Puis, au fil d'une semaine, il commença à s'éloigner, franchissant des vallons, traversant peut-être des ruisseaux. Les relevés indiquaient qu'il chassait probablement la nuit, s'arrêtant dans diverses clairières à la recherche de proies. Jusqu'ici, aucun signe de rapprochement inquiétant des zones habitées. Raphaël transmit ces informations à Margot, qui les communiqua à son tour à Adèle. Cette dernière, ravie, décida de rendre visite à Jeanne pour lui annoncer la bonne nouvelle. Elle se présenta chez la jeune mère un soir, alors que le soleil se couchait. Jeanne, installée dans son salon, veillait sur son bébé qui s'endormait dans son berceau. « Je viens te donner des nouvelles du lynx », chuchota Adèle. « Il va bien. D'après les relevés, il explore la forêt et reste loin des villages. » En entendant cela, Jeanne ferma les yeux, un sourire léger illuminant son visage. « Donc il est vraiment sauvage maintenant, souffla-t-elle. Il ne cherche plus à se rapprocher des humains. » Adèle hocha la tête. « C'est ce qu'on espérait, non ?» Jeanne reprit son souffle comme libérée d'un grand poids. Elle regarda son fils, puis Adèle, avant de murmurer « Oui, c'est exactement ce que je voulais. Il est enfin à sa place. » Le temps passa, et chaque mise à jour confirma la bonne adaptation du lynx. Peu à peu, il agrandissait son territoire, s'aventurant dans des zones plus reculées de la réserve. Raphaël, toujours consciencieuse,
notait chaque déplacement sur une carte. Elle reconnut certains comportements typiques des mâles en phase de recherche de domaine vital. Il y avait même un espoir qu'ils finissent par croiser une femelle sauvage, fuyant toute présence humaine pour se consacrer pleinement à sa vie de prédateur solitaire. Puis arriva un jour où le signal GPS cessa subitement. Pas d'alarme pour autant. Souvent, le collier pouvait être endommagé par une chute ou un accrochage. La batterie pouvait aussi être à plat. Raphaël ne s'affola donc pas. Elle savait que ce moment finirait par arriver. Elle en informa Margot, qui à son tour raconta la nouvelle à Adèle. Celle-ci, un brin nostalgique, se dit que c'était la fin définitive de leur lien avec ce petit lynx qui, jadis, avait gratté à la fenêtre de l'hôpital. À l'instar de la vie en pleine nature, l'histoire restait ouverte. Peut-être le lynx avait-il renoncé à cet accessoire humain, l'avait-il arraché ou tout simplement laissé tomber dans la boue. L'essentiel n'était pas de le retrouver, mais de savoir qu'il évoluait à nouveau dans son élément, affranchi de toute contrainte. Ainsi, le destin que Jeanne lui avait souhaité, une vie libre et sauvage, se réalisait pleinement. Dans les mois qui suivirent la disparition du signal GPS, la routine reprit son rythme au centre de réhabilitation comme à l'hôpital Saint-Laurent. Chacun s'accommodait de cette fin ouverte. D'un côté, la directrice et Raphaël savaient que la vie sauvage n'offrait aucune garantie, mais c'était précisément la liberté qu'elle souhaitait offrir au lynx. De l'autre, Adèle, Margot et même Jeanne, chacune à sa manière, conservaient un souvenir intime de cet animal qui avait bouleversé un temps le quotidien de l'établissement médical. Jeanne, désormais plus sereine, se consacrait à son enfant, un petit garçon qui grandissait vite. Elle s'était remise à travailler à temps partiel dans une librairie locale, laissant son fils quelques heures par semaine à la crèche. Parfois, en parcourant les rayons, elle tombait sur des livres traitant de la faune sauvage ou du sauvetage d'animaux. Au lieu de ressentir une tristesse, elle éprouvait désormais un curieux soulagement. Elle savait que son geste initial, quoiqu'imparfait, avait contribué à sauver une vie. Elle avait sa part dans le dénouement heureux de cette histoire. Adèle croisait Jeanne de temps à autre. Elles échangeaient quelques mots, souvent pleins de complicité. Jeanne n'évoquait plus le lynx qu'au passé, comme on parle d'un souvenir cher. Toutefois, elle gardait précieusement les photos et le collier brodé qu'elle avait récupéré. Elle racontait à son fils, du mieux qu'elle pouvait, l'anecdote d'un gros chat venu trouver de l'aide, sans entrer dans les détails d'une aventure qu'il était trop jeune pour comprendre. L'enfant, captivé par cette histoire, souriait, les yeux pétillants. À l'hôpital, tout le personnel avait repris ses fonctions habituelles. Les couloirs vibraient du même balai de blouses blanches, de chariots et de conversations feutrées. Pourtant, parfois, une infirmière ou un aide-soignant faisait allusion à l'épisode du papetit lynx, à ceux qui n'avaient pas assisté à l'histoire. Adèle elle-même, qui préférait éviter de romancer le sujet, constatait que l'anecdote avait déjà acquis un statut presque légendaire parmi les nouveaux arrivants. Un soir, un jeune interne lui demanda tout bas « C'est vrai qu'il y a eu un lynx dans cet hôpital ?» Elle confirma de la tête avec un sourire amusé. « Oui, mais c'était exceptionnel. Et on espère que ça ne se reproduira pas. » De son côté, Margot, la vétérinaire, continua à collaborer avec le centre de réhabilitation. Elle s'y rendait régulièrement pour examiner d'autres animaux blessés, répertorier les besoins en médicaments ou en matériel. Raphaël, à chaque visite, évoquait parfois le jeune lynx disparu, se demandant s'il avait trouvé un territoire stable. Elle n'avait aucune preuve de sa survie, hormis l'absence de signalement de braconnage ou d'observation d'un lynx trop familier des humains. À mesure que le temps passait, elle se disait que c'était, somme toute, une bonne nouvelle. « Pas de nouvelles, bonne nouvelle », répétait-elle à Margot qui acquiesçait. Mieux valait un lynx fantôme, bien caché,
qu'un lynx trop visible attirant l'attention ou les ennuis. Puis vint un été particulièrement sec, marqué par des feux de forêt dans la région. Les médias relayèrent des images de flammes gigantesques dévorant les pins et les sous-bois. Raphaël, inquiète, surveillait de près l'évolution des incendies. Certains se rapprochaient dangereusement de la zone où le lynx avait été relâché. Malgré son sang-froid habituel, elle craignait que l'animal ne trouve pas refuge à temps. Les forêts en feu chamboulaient les écosystèmes, contraignaient la faune à fuir vers des territoires déjà occupés, augmentant le risque de conflit entre prédateurs ou avec l'être humain. Un après-midi, elle reçut un appel de la police locale, l'informant qu'un lynx avait été aperçu près d'une route départementale, semblant errer et visiblement stressé. Impossible de savoir s'il s'agissait de leur lynx ou d'un congénère, mais la coïncidence interpella Raphaël. Elle contacta aussitôt Margot pour organiser une sortie, au cas où l'animal se trouverait en détresse. Les incendies continuaient de sévir non loin, et il voulait éviter un drame. Margot mit dans sa voiture trousse de secours, matériel de contention, fusil à fléchettes tranquillisant, au cas où. Elles arrivèrent sur place en début de soirée, sous un ciel orangé chargé de fumée. L'air irrespirable piquait la gorge. Des hectares de forêt calcinée s'étendaient sur la droite de la route, tandis qu'à gauche, quelques pompiers continuaient d'asperger de mousse les zones encore menacées. L'odeur de cendres emplissait tout l'espace. Selon les témoins, le lynx avait été vu à l'orée d'un bois plus vert, à quelques kilomètres au nord. Raphaël et Margot s'enfoncèrent dans un chemin forestier, les yeux rivés sur le sol à la recherche de traces. Elles progressaient avec prudence, craignant à tout moment qu'une flamèche ou un changement de vent ne ranime les braises. Après 1 heure de marche, leurs efforts furent récompensés. Au détour d'une clairière, elles aperçurent la silhouette furtive d'un lynx perché sur un tronc renversé. L'animal, alerté par leur présence, se redressa aussitôt. Elle ne pouvait distinguer s'il portait un collier ou non. Margot signala à Raphaël de s'immobiliser. Elles attendirent, espérant que le félin ne s'enfuirait pas immédiatement. Le lynx les observa un court instant, semblant peser le danger. Puis, d'un bond agile, il disparut dans les broussailles. Raphaël et Margot s'avancèrent, scrutant les environs. Aucune trace. Elles attendirent encore 1 demi-heure, scrutant le moindre mouvement. Rien. Les 2 femmes, déçues, conclurent qu'il s'agissait probablement d'un animal en fuite face aux incendies, mais impossible de dire s'il était blessé, s'il avait besoin d'aide ou même s'il s'agissait du jeune mâle relâché des mois plus tôt. Raphaël ressentit pourtant un pincement dans la poitrine. Et si c'était lui? Devait-elle le poursuivre, le capturer pour le protéger? Les protocoles de conservation l'en dissuadaient. Un lynx n'a pas vocation à être ramené en captivité chaque fois qu'il se retrouve en situation difficile. La faune sauvage doit affronter les dangers de la nature, et l'homme ne peut se substituer à ce mécanisme éternel de survie. Margot, plus pragmatique, tenta de la rassurer. S'il s'agit du même lynx, il a déjà prouvé qu'il savait se débrouiller. Les feux sont violents, mais lui, il est mobile. Il peut contourner le périmètre. Raphaël hocha la tête, même si un doute la tenaillait. Elles rebroussèrent chemin, rentrant au centre la mine soucieuse. Sur la route, elles constatèrent l'étendue des dégâts causés par les flammes. Des arbres noircis, des cendres tombées comme de la neige grise. Triste paysage que la nature devait réapprendre à habiter. Les semaines qui suivirent, Raphaël espéra de tout cœur qu'aucun signalement malheureux ne viendrait confirmer qu'un lynx avait péri ou s'était approché des habitations pour se nourrir de bétail. Finalement, l'automne arriva et les incendies s'éteignirent peu à peu. La forêt, bien que meurtrie, montrait déjà quelques signes de résilience. Des pousses vertes perçaient sous la cendre et la faune reprenait ses territoires avec prudence. Aucun rapport n'évoqua la découverte d'un lynx mort,
Le silence, une nouvelle fois, s'avérait rassurant. Au même moment, à l'hôpital Saint-Laurent, Adèle et Léon géraient une période de rentrée plutôt chargée. Les consultations se multipliaient, les urgences aussi. De temps en temps, Adèle repensait à ce fragile félin ayant bien failli mourir s'il n'avait pas trouvé refuge derrière une vitre. Elle savait que la vie sauvage restait dangereuse, mais elle refusait de céder au pessimisme. L'instinct de survie du lynx avait déjà fait ses preuves. Elle aimait l'imaginer quelque part, rôdant entre les troncs, traquant un lièvre, buvant à un ruisseau limpide. Cette image la réconfortait plus que n'importe quelle statistique. Quant à Jeanne, elle se contentait des rares nouvelles relayées par Adèle ou Margot. Elle avait accepté l'idée de ne jamais être certaine du sort final de son protégé, mais conservait en elle une pointe d'espoir. Un matin, alors qu'elle préparait son fils pour la crèche, elle s'arrêta un instant devant une photo encadrée, posée sur une étagère, la seule qu'elle avait prise du lynx, avant qu'il ne tombe gravement malade. Il était encore petit, presque chaton, la fixant avec curiosité. Cette photo raviva un sentiment de chaleur dans sa poitrine. « Où que tu sois, j'espère que tu es heureux », pensa-t-elle avec un sourire attendri. Ainsi, la vie suivait son cours, et l'histoire du lynx semblait n'être plus qu'un doux souvenir gravé dans la mémoire de ceux qui l'avaient croisé. Pourtant, au fond de leur cœur, un écho sauvage persistait, rappelant que la rencontre improbable entre l'animal et l'hôpital n'était pas un simple fait divers, mais une leçon de compassion, de respect et d'humilité face au mystère de la nature. Les années passèrent, glissant presque imperceptiblement sur le paysage et sur la vie de ceux qui avaient connu le petit lynx. L'hôpital Saint-Laurent resta ce qu'il avait toujours été, un refuge pour les humains en souffrance, un lieu d'effort commun pour soigner et apaiser. Les chambres, les couloirs et les salles d'attente résonnaient chaque jour de pas, de rires, de pleurs et de conversations à voix basse. Seuls quelques témoins gardaient encore le souvenir précis de ce matin d'hiver où une silhouette tachetée, affamée et terrorisée avait gratté à la fenêtre. Adèle, désormais responsable d'une petite équipe d'infirmières, venait de fêter ses 10 ans de service au sein de l'établissement. Son engagement et sa bienveillance étaient salués par tous. Parfois, elle surprenait un nouveau collègue qui mentionnait, avec un air incrédule, l'histoire du lynx que l'on racontait ici ou là. Elle souriait alors, mesurant la part de vérité et de légende que la rumeur avait entremêlée. Pour elle, c'était plus qu'un conte, c'était un épisode gravé dans son cœur, un rappel que la frontière entre l'homme et l'animal pouvait devenir poreuse quand la compassion et l'instinct de survie entraient en jeu. Margot, la vétérinaire, avait poursuivi sa collaboration avec le centre de réhabilitation. Elle aussi avait gagné en responsabilité, s'occupant chaque année de nouveaux pensionnaires blessés, rapaces, renards, parfois même des cerfs heurtés par des véhicules. L'affaire du lynx restait, à ses yeux, un cas d'école marquant. Il avait illustré combien l'intervention humaine pouvait à la fois sauver et perturber un animal sauvage. Cette nuance délicate, elle ne manquait jamais de l'enseigner aux jeunes stagiaires qui venaient se former auprès d'elle. De son côté, Jeanne voyait son enfant, déjà haut comme 3 pommes, courir dans les allées du jardin public. Son fils, curieux de tout, posait sans cesse des questions sur les animaux, les forêts, et même sur la façon dont on pouvait aider la faune en détresse. Il ignorait encore tous des détails de cette histoire, mais sa mère pressentait que, tôt ou tard, elle lui dévoilerait la vérité. Elle lui raconterait comment, un jour, un lynx affamé avait croisé leur chemin, chamboulant tout. Elle lui dirait aussi que la meilleure façon d'aimer un être sauvage restait de le laisser libre, même si cela impliquait de supporter la douleur d'une séparation. De temps en temps, un article de presse paraissait, rapportant qu'on avait observé un lynx à l'orée d'une forêt voisine, ou encore qu'un spécimen s'était aventuré un peu plus près des champs. À chaque fois,
Adèle ou Jeanne tressaillaient. Pouvait-il s'agir de leur lynx? Nul ne pouvait l'affirmer, tant ces félins solitaires se ressemblaient, tant leur comportement était inscrit dans un cycle naturel difficile à percer. Les spécialistes rappelaient qu'ils vivaient en général cachés, évitant soigneusement les hommes. L'idée qu'ils puissent être encore en vie quelque part confortait Jeanne dans sa conviction profonde. Même si elle ne saurait jamais vraiment, l'espoir l'accompagnait. Un matin de printemps, alors que la rosée scintillait sur les jeunes pousses, Raphaël se rendit dans une partie reculée de la réserve pour y réaliser un comptage de la faune. Armée de jumelles et d'un carnet, elle écumait les sentiers, notant chaque empreinte, chaque excrément, chaque trace de pelage laissée sur l'écorce. Vers midi, la chaleur commença à monter, et elle fit une pause près d'un petit ruisseau pour se désaltérer. C'est alors que, dans le silence de la forêt, elle entendit un bruit léger, comme une foulée animale. Prudemment, elle se redressa, le cœur battant. Ses yeux se fixèrent sur un rocher en aval du cours d'eau. Une silhouette élancée se tenait là, parfaitement immobile, la scrutant de loin. D'abord, elle distingua deux oreilles pointues, ornées de ces petits pinceaux caractéristiques. Son cœur s'emballa. Un lynx. Son pelage était plus clair qu'elle ne l'aurait imaginé, presque grisâtre, avec des taches diffuses sur les flancs. Elle ne pouvait jurer qu'il s'agissait du même individu relâché des années auparavant. Mais quelque chose dans son port de tête, dans son assurance, lui rappela ce jeune mâle qu'elle avait vu bondir hors de la cage pour retrouver la liberté. Le félin ne tenta pas de fuir tout de suite. Il observait Raphaël, mesurant peut-être la menace. Les secondes parurent s'étirer, et elle en profita pour graver chaque détail dans son esprit. La finesse de ses pattes, la légère cicatrice à l'arrière de la patte droite, était-ce une illusion ou un indice d'une ancienne blessure? Puis, sans un son, l'animal s'éloigna, bondissant d'un mouvement d'une élégance inouïe, et disparut entre les buissons. Raphaël resta pétrifié un instant, le souffle court. Elle décida de noter l'événement dans son carnet. Possibilité d'observer un lynx avec cicatrice patte arrière droite, secteur du ruisseau croisé, comportement vigilant, sans agressivité. Elle savait que ces informations pouvaient éventuellement corroborer l'idée qu'il s'agisse du même spécimen. Pourtant, elle n'avait aucune preuve formelle, car aucune balise GPS ne confirmait quoi que ce soit. Mais cette rencontre brève et intense lui réchauffa le cœur. L'animal n'était pas venu la remercier, ni renouer un lien, bien sûr. Cependant, l'idée qu'ils se soient croisés sans animosité prouvait que la nature suivait son cours. Le soir, Raphaël téléphona à Margot pour lui raconter sa découverte. La vétérinaire écouta le récit avec intérêt, posant des questions précises sur la taille, le pelage, la fameuse cicatrice. Elle réagissait avec prudence, sachant qu'il était facile de se laisser emporter par l'émotion. Néanmoins, l'enthousiasme vibrait dans sa voix. « Si c'est vraiment lui, quel joli clin d'œil du destin, dit-elle. Je te parie qu'il va continuer de se faire discret. Mais c'est bon de savoir qu'il va bien. » Margot informa aussitôt Adèle, qui de son côté contacta Jeanne. Cette dernière, apprenant la nouvelle, laissa échapper un soupir d'allégresse. « J'aimerais tellement le voir une dernière fois, » confia-t-elle à Adèle. « Mais je sais que c'est impossible. Je ne veux pas l'effrayer, ni l'attirer vers les gens. C'est mieux ainsi. » Elle s'interrompit avant d'ajouter « Rien que de savoir qu'il est en vie, ça me suffit amplement. » Son fils, désormais trop grand pour qu'on le porte dans les bras, écoutait d'une oreille distraite. Il ne comprenait pas toute la conversation, mais il saisit dans la voix de sa mère une lueur de joie qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. À l'hôpital, on ne parla bientôt plus que de ça. Le lynx peut être revu. Certains émirent des doutes, d'autres s'enflammèrent en imaginant des retrouvailles magiques. Adèle calmait les plus exaltés, rappelant que le but de cette histoire était justement que l'animal vive libre, loin du brouhaha.
Elle-même, au fond, nourrissait une pointe de fierté. Ils avaient tous contribué, même si leur rôle avait été de courte durée, au sauvetage d'une vie qui désormais prenait toute sa dimension. C'était un bel accomplissement de service public, un geste d'humanité tourné vers le règne animal. Puis la vie reprit son cours, comme toujours. Les jours s'enchaînèrent, les saisons passèrent, et l'histoire du lynx se fondit dans le tissu des souvenirs. Il continua d'apparaître parfois dans les conversations, tel un symbole d'espoir et de solidarité. Les flammes de l'incertitude s'étaient éteintes, remplacées par une acceptation sereine. On ne contrôle pas la destinée d'un être sauvage, on ne fait que lui offrir, dans l'urgence, la chance de s'en sortir. Ensuite, c'est à lui de tracer sa route. Aujourd'hui, lorsqu'on demande à Jeanne ou à Adèle ce qu'elles retiennent de cette aventure, elles parlent d'une leçon d'humilité, la conviction que, malgré toute notre technologie et notre savoir, la nature nous échappe dans son essence. Et c'est très bien ainsi. Margot, elle, témoigne volontiers auprès des étudiants en médecine vétérinaire de ce cas particulier. Le jour où un lynx a trouvé refuge dans un hôpital, c'était improbable, mais ça a changé notre perspective sur la notion d'urgence vitale. Un matin, alors qu'elle se rendait à son travail, Adèle vit près de l'entrée de l'hôpital un chat errant qui attendait quelques croquettes laissées par un gardien compatissant. Elle eut un léger sourire en pensant à la disproportion entre ce petit chat domestique et le jeune lynx qui avait tant marqué les esprits. Pourtant, elle sentit dans son fort intérieur une même étincelle, un être vivant, vulnérable, espérant un geste de bonté. Adèle se pencha, caressa doucement le chat, puis entra dans l'hôpital d'un pas décidé. Une journée de plus à soigner les gens, une journée de plus à croire en la force de la vie, qu'elle soit humaine ou animale. C'est ainsi que s'achève l'histoire du jeune lynx qui, un jour d'hiver, gratta à la fenêtre de l'hôpital Saint-Laurent. Une histoire de détresse et de compassion, de retrouvailles avec la nature et de lâcher-prise. Son souvenir hante encore parfois les couloirs, les mémoires et les cœurs de ceux qui l'ont croisé. Et peut-être, quelque part dans l'immensité des bois, une silhouette tachetée évolue-t-elle discrètement, rappelant à qui sait l'apercevoir que la vie sauvage, quand elle reçoit une seconde chance, peut renaître avec une force inouïe.